tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, mais je voudrais que tu nous parles de ta première sensation, ta première expérience d'idée du film et de repérage, en tous les cas à Las Vegas, pour faire ton film. Ben, en fait, moi j'avais juste, enfin, je sais pas si c'est une certitude, mais une envie dès le départ qui était de vraiment filmer, de tourner le film en cinémascope. En fait, la question esthétique, c'était vraiment un point de départ. À savoir de se dire, voilà, je vais aller dans les tunnels, dans des conditions un peu compliquées. C'était une des rares choses, en fait, qui, au moment d'après-production, n'était pas négociable. C'est-à-dire qu'on pouvait réduire le temps de tournage, on pouvait... et parce qu'en fait, une question esthétique, c'est une question économique. C'est-à-dire que vouloir se dire, on va tourner avec des mini Alexa, des caméras de cinéma, des optiques, etc., ça a un coût dans un film, y compris le cinémascope ou autre. Et il est évident que si j'avais tourné avec des caméras plus rudimentaires, ça aurait coûté moins cher. Mais moi, mon désir, c'était là pour le coup vraiment, cette question esthétique, elle était, peut-être qu'on en reparlera après, mais elle était absolument centrale. J'ai envie de filmer ces gens-là en cinémascope, avec cette image-là, etc. Et donc évidemment, quand on fait les repérages, nous on se balade dans les tunnels, et au début, c'est partir à la rencontre des gens. Partir à la rencontre des gens, c'est que déjà on a des refus. On a des gens qui sont un peu menaçants, il y a des gens qui sont drogués, il y a tous les cas de figure. Et puis petit à petit, il y en a un qu'on accroche. Et moi, je leur racontais toujours exactement le film que je voulais faire, mais véritablement, c'est-à-dire comment ça allait être filmé, l'histoire que ça allait raconter, et aussi l'exigence que je leur disais, c'est de l'immersion. Ça veut dire que je viens pas vous voir 1 heure par jour. On va vivre avec vous pendant 6 semaines. À tout moment, voilà, on fait vraiment de l'immersion. Pour le coup, on est presque invisible. On est toujours là, mais on est invisible pour filmer. Et petit à petit, voilà, et Brandy, le personnage principal, a été une des premières, en fait, qu'on a vraiment croisé, en tout cas, pas qu'on a croisé, mais en fait, qui a commencé à être intéressé, et qui a commencé à faire confiance, mais la confiance, il a fallu 4-5 semaines, tous les jours avec eux. Énormément de temps, parce que sinon, c'est un projet qui sinon ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, voilà. le film, c'est eux. Je peux rien leur voler, s'ils sont pas là, il n'y a pas de film, et s'ils me font pas intégralement confiance. On était 4 dans l'équipe, on avait vraiment réduit au maximum pour être mobile, rapide, etc. S'il n'y avait pas la confiance totale, il n'y avait pas de film. Et donc Brandy a été une des premières, en fait, qu'on allait revoir comme ça tous les jours. Et elle était dans cette fameuse petite communauté. C'est pas la seule des communautés qu'on a filmées, mais quand même. Et voilà, tous les jours on retournait la voir en lui expliquant. Et puis elle en a parlé aux gens autour d'eux qu'on s'est mis peu à peu à connaître. Mais en fait, tous les tunnels, parce qu'en fait, il y a des zones de tunnels. Et que les tunnels sont identifiés par le casino qui est juste au-dessus. Donc on parle des tunnels du Rio, des tunnels du Bellagio, des tunnels du César Palace, etc. Et ça fait combien de kilomètres tout ça? Tout ça, ça fait 800. Oh là là. Et donc en fait, l'idée, ce qu'on a tourné par exemple vers le tunnel de Brandy, en fait, chaque tunnel est vaguement en fait organisé ou géré par une sorte de personne, une sorte de parrain, si on veut, des lieux, qui habite très profondément dans les tunnels. Et c'est un peu lui qui, à la fin, pas donne l'autorisation, mais règle les problèmes du tunnel, décide qui peut venir dans la communauté, qui doit en sortir ou autre. Et nous, il nous a fallu 2 à 3 semaines pour qu'on ait l'autorisation d'aller voir le parrain dans son antre, donc qui était à plusieurs kilomètres sous terre. Donc on a pu le voir. Et ce parrain-là, c'est celui qu'on voit au tout début du film, avec lequel on déambule de dos dans les tunnels. C'est Captain, il s'appelle Captain. Donc si t'avais un peu si le parrain a accepté de... c'était indispensable en fait. Indispensable. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait l'adoubement en fait du parrain qui lui disait. Et pourquoi? D'abord parce que très vite, en fait, la rumeur de 2 Françaises baladant dans les tunnels voulant faire un film, elle a circulé. Ça reste une communauté en fait. Au bout de 2-3 semaines, les gens savaient qu'il y avait ces 2 Français qui se baladaient dans les tunnels pour vouloir faire un film. Et aussi parce que le parrain, en fait, il s'occupe des questions de sécurité, parce que tous ces gens-là connaissent l'univers comme moi je le connais pas. Quand vous avez 4 tunnels comme ça, ils peuvent vous dire là il y a un criminel, là c'est safe, là surtout pas. Moi je suis devant les 4, pour moi tout est pareil. Et donc ils nous ont beaucoup aidés, et notamment en termes de sécurité.
Je sais que Captain, par moment, voilà, il était là, où je pouvais faire appel à lui en cas de problème avec une communauté ou certains gens des tunnels. Parce qu'au début, la production me dit, mais il faut qu'on embauche des gens de la sécurité. Je dis, surtout pas, on va pas tourner avec des gars de la sécu, c'est ridicule. J'ai été convaincu que c'était les gens des tunnels eux-mêmes, en fait, suite à la confiance, qui allaient nous aiguiller, nous protéger, en fait, pendant le Dans le film, à un moment donné, d'ailleurs, tu parles de meurtres qu'il y aurait eu dans les tunnels. Après, parce que dans les tunnels, il y a aussi des gens qui sont des criminels qui se planquent. Et encore une fois, dans les tunnels, c'est la loi de la jungle. Ça veut dire qu'une fois qu'on rentre là-dedans, alors les téléphones évidemment ne captent plus rien, et c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire c'est la survie, il y a les flics qui mettent pas les pieds, ambulance, pompiers, services sociaux, rien. Donc on retourne à un espèce d'état très, je dirais, très primitif d'une certaine manière, où c'est la stratégie de la survie, où il n'y a pas d'autre loi que la loi de la survie. Donc il y a évidemment parfois des gens qui sont drogués, des cadavres, des règlements de compte à l'intérieur, et personne ne va taper 911. C'est vraiment un autre monde, c'est la loi du vieil Ouest, quoi, on pourrait dire. Et donc pour ça, il faut pas être non plus, faut être voilà, téméraire mais pas kamikaze. Nous, ça nous est parfois arrivé que des gens au loin qu'on voyait pas, parce qu'on est toujours dans le noir complet quasiment, sauf les lampes torches, quoi, nous menacent de loin, et à ce moment-là, on rebrousse chemin. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est. Bon, voilà, et dans ces cas-là, on rebrousse chemin quand on sent que quelqu'un nous menace très très loin, parce que là, on peut vous tirer dessus, il va strictement rien se passer. Hein. Tout le monde s'en fout. Donc, il faut, voilà, tranquille, il faut. Mais c'est comme une planète étrangère. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai jamais, dans ma vie, à part en Amazonie, mais j'ai jamais ressenti à ce point le fait d'être complètement délocalisé. C'est-à-dire que je suis sous une ville que je connais plutôt bien, qu'on connaît tous, très, pour le coup, civilisée, et puis je passe 2 mètres en dessous, et là, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que les codes, les sons, les lumières, la façon dont les gens, tout ça est complètement différent. Il n'y a jamais eu aucun autre cinéaste américain ou documentariste? Non, mais je crois pas, mais c'est même d'ailleurs quelque chose qui m'a surpris. Hein. Ouais. Au début, moi je me suis dit, bon, les tunnels, etc., faisons un film, et je me suis dit, c'est quand même fou que personne n'ait jamais fait de film là-dessus. En fait, que personne n'ait jamais emmené sa caméra dedans. Et, parce qu'au début, j'étais convaincu qu'un film avait dû être fait, en fait, sur ces gens des tunnels, et en fait, non. Alors, pour le tournage, en gros, t'es parti avec quelqu'un tu faisais le son. Enfin, il y avait un ingénieur du son, un chef op, l'assistant d'image, voilà. Et moi. On n'était que 4. Vous étiez 4. Ouais. On n'était que 4, et l'idée, c'est avec du matériel un peu lourd, parce que comme ce sont des caméras de cinéma, une caméra de cinéma plus l'optique, ça fait à peu près entre 16 et 18 kilos. Donc c'est assez lourd, et donc on avait en gros 40 kilos de matériel sur nous dans les tunnels. Et tu passais combien de temps par jour dans le tunnel? On tournait grosso modo toujours de 15h à 5h du matin, tous les jours. Est-ce que la mairie de Las Vegas était au courant de ton tournage et tu parles aussi dans le film des descentes de police qui peuvent arriver. Est-ce que tu as été contrôlé pendant que tu filmais par... Alors en fait, moi au tout début, pendant les repérages, je suis allé à la mairie de Las Vegas pour leur demander le cadastre. Parce qu'il y a un plan de ces tunnels. Et c'est tellement grand, faut faire très attention pour pas se perdre, on ne sait pas où sont les sorties, etc. Et en fait, la mairie a refusé de me donner le plan en disant il n'y a pas de plan. Évidemment qu'il y en a un, mais ils veulent pas, aussi parce que c'est tellement une espèce de zone qu'il s'agit d'invisibiliser, qu'en fait ça n'existe pas officiellement, même si évidemment ça existe. Donc jamais j'aurais demandé de l'autorisation, parce que si j'avais demandé, je l'aurais pas fait. Parce que la mairie de Las Vegas n'a pas envie qu'on mette la lumière là-dessus, évidemment, ça c'est vieux truc, c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai partout. Et toutes les séquences sur le strip ou en surface ont été volées. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes dans la zone du strip, donc on enchaîne casino sur casino, fondamentalement tout l'espace a l'air public mais est privatisé. Parce que on va filmer la façade d'un casino, donc droit du casino, droit à l'image. Donc dès que vous posez votre caméra, et pas avec un pied, il y a tout de suite 3-4 types qui débarquent, qui demandent des autorisations, qui vous interdisent de filmer. Donc on a mis au point une espèce de stratégie de vol des images. Bon, ça c'est des trucs classiques, ou comment filmer sans être vu par des gens qui nous regardent. Donc ne jamais mettre l'œil à l'œilleton, avoir toujours au moins 50 mètres d'écart entre l'ingé son qui perche, qui fait semblant avec une fausse perche.
d'aller prendre un son alors que c'est autre chose qu'on cadre. Enfin voilà, il y a plein de techniques pour voler des images et on a vite compris tout de suite que demander l'autorisation c'était impossible, mais qu'il fallait voler intégralement toutes les images, pas sous terre, donc pas d'autorisation évidemment. Encore une fois, ça dépend des endroits aux États-Unis, mais là on a vite compris que c'était pas la peine. Pas de contrôle de police. Ah non, la police en fait elle rentre pas dans les tunnels. En fait la police s'intéresse aux gens des tunnels si eux commettent des exactions à l'extérieur ou si éventuellement ils ramènent une preuve ou un cadavre dans les tunnels. Là ils sont obligés d'y aller un peu, mais ils y vont un peu la peur au ventre. Donc en fait la police, moi j'ai parlé avec pas mal de flics, hein, mais en fait ils s'en foutent. Que tant que les gens des tunnels ne posent pas de problème à la surface, on les laisse comme ça. Mais c'est pareil quand vous allez à Los Angeles. Je veux dire, pour ceux qui sont déjà allés à Los Angeles, il y a des quartiers aujourd'hui, moi j'y étais encore il y a 3 mois, aujourd'hui, qui sont notamment vers Art District, Little Tokyo, qui sont dévolus fondamentalement aux homeless. C'est-à-dire que tout le monde a laissé tomber l'idée, en fait, de les réinsérer, de retrouver des gens. On leur laisse ces 10 ou 12 blocs, du moment qu'ils n'emmerdent pas les gens à côté. Et tu disais, En fait, on laisse les territoires, en fait. Dans quel quartier tu disais à Los Angeles? C'est en bas, ça colle downtown, en fait, c'est Art District, Little Tokyo, et ça jouxte un quartier de galeristes ultra bobos de Los Angeles. Il y a vraiment, c'est 10 mètres entre les deux. C'est loin d'Hollywood. Ah oui, c'est beaucoup plus bas. Hollywood, c'est complètement en haut, qui est dans un des endroits les plus déprimants de Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville géniale, sauf Hollywood Boulevard, qui est atroce. Et en fait, il faut descendre, et c'est à peu près ce qu'on appellerait le centre-ville, si on veut. Et pourtant, c'est un endroit qui est très très beau, et on a des rues, mais des armées de tentes, de homeless, de craqueux, le fentanyl, qui est évidemment un fléau aux États-Unis, comme il est partout. Et voilà, quoi. Donc et en fait, Las Vegas, il y a beaucoup de homeless, de rues, mais eux sont plutôt au nord de la ville. Pareil, c'est des territoires abandonnés. Et d'ailleurs, il faut faire très attention quand on s'y balade, parce que certaines rues ou routes ont été bloquées par les homeless ou les drogués, ce qui fait que si on arrive en voiture, on ne peut pas continuer, il faut faire demi-tour, et là on se fait piéger. Donc ça, c'est tout au nord de la ville. Et puis évidemment, la question des tunnels, où ils sont... Mais les tunnels, en fait, bizarrement, fondamentalement, ils sont presque moins dangereux. Parce qu'il y a un système de communauté, il y a cette d'entraide entre eux, il y en a bien entendu, mais c'est presque moins dangereux que certaines zones en fait, de homeless à la surface. En voyant le film, j'ai fait certains ponts avec d'autres films. Par exemple, la structure narrative m'a fait penser à des films comme Notre pain quotidien, par exemple de King Vidor, où justement il y a une communauté comme ça qui va s'aider avec ce qu'on a sous la main. D'ailleurs, la fin, même si elle n'est pas du tout bénéfique, on retrouve l'idée de ruissellement d'eau. Donc voilà. Sur le point de vue, on va dire, esthétique, on filme du coup des tunnels avec la lumière au bout. Là, forcément, on peut penser au plan de fin de La prisonnière du désert, et cette corrélation entre le home américain et justement le homeless américain. Et puis cette scène qui est ma scène préférée, la scène, on va dire, de communion avec la petite guitare, la chanson, voilà, qui est chère à Ford, c'est toujours le moment où on se rassemble, etc. Et d'ailleurs, après, il y a le personnage qui dit avoir parlé avec son chien mort. D'ailleurs, il a la moustache un peu de John Wayne dans She Wore a Yellow Ribbon, donc, qui parle d'ailleurs à sa tombe, etc. Bref, on pourrait continuer ainsi de suite. Donc ma question, c'est de quelle manière votre passion cinéphilique, elle va avoir un effet pulsatoire dans la construction de votre film? Est-ce que ça passe par d'abord la pré-production et le tournage, ou justement on va créer ces liens pendant le montage? Ou alors c'est moi qui fabule totalement? Non, mais d'abord, c'est très beau de fabuler, moi ça me dérange pas. En plus, vous me parlez de John Ford, vous me prenez par les sentiments. Donc, non, alors, pour être tout à fait honnête, comment dire, c'est que il y a deux choses, où Notre pain quotidien, évidemment, d'ailleurs, toute la séquence du générique étant quand même une espèce, pour moi, d'évocation des photographies de Walker Evans et Dorothy Lange, qui a documenté la dépression dans les années 30. Ça m'intéressait de terminer avec une séquence comme ça, hors du temps, qui nous raconte qu'en fait, c'était déjà ça. Et cette histoire des hobos, en fait, sera toujours là. Ça a été sur les routes dans les années 30, c'est dans les tunnels, mais en fait, c'est la même histoire. En fait, de reconnecter l'histoire des Mole People avec la grande histoire américaine.
Alors, la question esthétique, en fait, moi, il y avait le scope d'abord, après je vous répondrai sur les images cinéphiliques. La question du scope était pour moi centrale au début, non pas parce que je suis un fétichiste du scope, même si j'adore ça, hein, mais ça suffit pas pour faire un film. Il y avait deux raisons. La première, c'est que quand vous êtes dans les tunnels, le tunnel, c'est un format carré, grosso modo. Donc, on pourrait presque se dire intuitivement, quand on se met à choisir le format du film, qu'on va choisir un format aussi carré. Un 37, un 66, enfin un format un peu carré, qui épouse en fait la forme des tunnels. Mais le problème, si vous faites ça, donc vous vous dites, bah, le réel, bon, ça n'existe pas le réel, mais mettons des guillemets, le réel, c'est, dans les tunnels, ils sont carrés. Donc moi, si je les filme, je choisis un format carré. Mais si je choisis un format carré, quand je mets des gens à l'intérieur, ces gens-là, ils sont centrés à l'intérieur du plan, et donc ça donne le sentiment qu'ils maîtrisent et qu'ils dominent l'espace en réalité. Donc, à la fois, le réel me dit que le tunnel est carré, mais pour atteindre la vérité de ce qu'ils vivent, il faut que je sois complètement faux. Vous voyez le truc? Donc, scope. Et pourquoi le scope? Ça permet tout de suite, d'une certaine manière, de déséquilibrer, de décadrer et de mettre les personnages très souvent en porte-à-faux par rapport au centre. Il ne faut surtout pas les centrer. Pourquoi? Parce que eux, ils ont cette expérience-là dans les tunnels. Ils ont toujours la trouille de ce qui vient derrière, de ce qui arrive devant. C'est leur home sweet home, mais c'est un home sweet home qui est quand même très particulier. Donc en fait, pour retrouver la vérité de leur rapport à cet espace-là, il faut en passer par un artifice qui est le scope. Alors que si je me dis le réel, c'est le 4/3, je ne suis pas juste, en fait, on pourrait dire d'un point de vue presque éthique. Vous voyez? Et le scope aussi, pour moi, évidemment, ça m'intéressait parce que, en fait, il y a deux écoles, on ne pourra pas se le dire. Il y a ceux qui pensent que dès lors que je vais filmer des gens dans une situation catastrophique, déplorable, misère, etc., des gens pauvres, voilà, puis on prend les gens là au plus bas de ce qu'ils sont et de leur vie. Donc, situation pauvre, image pauvre. Vieux truc du documentaire français qu'on connaît par cœur. Hein, puisque, évidemment, ces gens sont sales, ils ont une vie déprimante, etc. Je vais produire une image faible, hein, pauvre, image à l'épaule, pas trop travaillée, un peu dégueulasse. J'ai toujours détesté ça, à titre personnel. Pour moi, je veux dire, éthiquement, il faut toujours, pour donner la dignité aux gens, il faut leur donner un écrin qui correspond, d'une certaine manière, à ce qu'ils ne sont pas. Et donc, je me suis dit, on va prendre le contrepoint intégral de cette question-là, à savoir que pourquoi est-ce que Brandy n'aurait pas le droit d'être filmé comme Nicole Kidman? C'est ça mon truc. Et donc j'ai besoin, pour moi l'esthétique devient une question éthique. Et c'est vrai qu'en France on a toujours ces débats, l'esthétisation. Est-ce qu'on a le droit d'esthétiser des gens, une réalité ou des gens pauvres? Et moi ma réponse, qui n'est que la mienne, c'est que non seulement on a le droit, mais on a le devoir. Sinon, moi, éthiquement, ça me pose un problème. Donc, je voulais impérativement, en fait, que le traitement de l'image, dans le choix de la photo, des référents, de Storaro, Gordon Willis, enfin, les grands chefs opérateurs, en fait, guide en permanence la mise en scène. Hein, cette idée que, je veux dire, on pourrait parler de John Carpenter, de 1997, etc. Ben, je veux dire, on filme ces gens-là comme on filmerait Kurt Russell. Ils ont droit, eux aussi, à ça. Et c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'on va produire une image pauvre. Donc l'esthétique, elle était pour moi absolument capitale, hein, et encore une fois, et pas sur un truc d'affêterie ou de goût, etc. Ensuite, la question cinéphilique, je dirais que, de fait, parce qu'on a le cerveau tapissé d'images, évidemment que c'est quelque chose qui vous influence. Alors là, dans le film, moi, quand je le revois de temps en temps, je retrouve même des choses qui, par moments, n'étaient pas faites de façon aussi consciente que ça. Je sais le moment Carpenter dans le film, je sais le moment Michael Mann, je sais le moment Bertolucci, je sais le moment Cassavetes. C'est des choses qui m'ont guidé. Quand il y a des maîtres avant, je veux dire, c'est toujours pareil, il faut parfois s'en inspirer, voir ce qu'ils ont fait. Et quand on a envie de cadrer en cinémascope, ben, c'est pas mal d'aller voir ou Carpenter ou Léon ou David Lean, t'as des gens qui... Parce qu'on peut très bien prendre du scope et pas cadrer en scope. Il y a plein de gens qui utilisent le scope, mais c'est un autre boulot que de cadrer. Et Carpenter, c'est un maître de ce point de vue-là, c'est-à-dire ramener les plans à une épure, enfin bon. Ou alors Michael Mann, moi, est quelqu'un que j'aime beaucoup comme cinéaste américain, mais j'aime beaucoup parce que je pense qu'il a su exactement capter ce qui moins m'intéresse dans les villes américaines, à savoir cette espèce de mélange de fascination et d'effroi en même temps, de solitude et de grande mélancolie. C'est ça qu'on ressent quand on est à Vegas, à LA, etc., etc. Et moi, je comprends intimement ça quand je regarde Hit, quand je regarde Collateral, etc.
Donc il y a des plans maniens là-dedans. Alors que je sais ce que c'est que les plans maniens, c'est-à-dire que c'est le moment où d'un seul coup, je dirais qu'il y a une forme de spiritualité dans la ville. Et moi j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que je suis un grand... J'adore la nature, enfin la nature je m'en fous, mais j'adore les grands espaces et j'adore aussi les villes parce que pour moi il y a une dimension mystique dans les mégapoles américaines qu'on n'a pas en fait dans les villes européennes plus pittoresques. Les villes américaines c'est autre chose. Et Vegas c'est un des sommets de ça. Donc voilà, il y a beaucoup de moments, évidemment la communauté forte, mais je dirais que la communauté c'est le grand sujet du cinéma américain. Donc évidemment là aussi on retrouve une dimension communautaire avec des questions que eux se posent qui sont des questions très fordiennes. Hein. À savoir, on a une communauté, c'est le peuple des tunnels, et cette communauté-là, elle est prise en tenaille entre d'un côté, si j'ouvre trop la communauté vers des gens extérieurs, elle risque d'imploser. Donc il faut être très vigilant sur les gens qu'on fait rentrer dans la communauté. Et en même temps, la communauté, si elle ne se renouvelle pas, en fait, elle s'étiole. C'est vraiment une question qui traverse tous les films de John Ford. Et donc, de fait, faisant un film aux États-Unis avec des Américains, et John Ford étant la Bible du cinéma américain et le grand raconteur de ça, à un moment donné, on va croiser. Voilà. Après, vous me citez The Searchers, non. J'adore The Searchers, ça n'est pas la question, mais il n'y a aucune référence à The Searchers dans le film, quoi. Mais il y a aussi quelque chose par rapport aux images. Il y a évidemment le cinéma, c'est-à-dire que le problème quand on a vu trop de films, c'est qu'avant de faire un plan, on y réfléchit un peu. Et on se dit, ouais, mais ça a été fait 50 fois. Ou ça a été fait génialement par un tel, donc il faut que je m'en inspire. Hein. Parce que quand on n'a rien vu, on fait que réinventer l'eau tiède, en réalité. Mais il y avait quelque chose aussi qui, moi, m'importait beaucoup, c'était d'ouvrir, en fait, que le film commence avec nos clichés. Moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je débarque à Las Vegas, j'ai plein de lieux communs en tête, d'a priori. Les gens des tunnels, les gens qui sont sous terre, on est entre les monstres, les frics. La pop culture a vachement dramatisé le fait de vivre sous terre. Bon. Et moi j'avais envie de commencer le film avec cette séquence de déambulation qui épouse vraiment mes propres clichés. Bon, ça va être dangereux, ça craint, il y a une musique inquiétante, on ne comprend pas ce qu'on est en train de voir. Et l'idée, c'est de dire que je pars d'un point de vue qui serait celui de la normalité, qui est moi, l'humain, quoi, et qui va du côté des monstres. Et l'idée du film, c'était d'essayer de retourner intégralement ça, pour qu'à la fin, évidemment, c'est comme un film de Georges Romero, hein, les zombies, c'est nous, et que la monstruosité, ce soit les zombies avec leur soda, c'est-à-dire nous, qui déambulons en surface. Et je peux vous dire que quand vous avez passé 3-4 mois à Vegas avec eux sous terre, il y a un dégoût beaucoup plus fort qui arrive quand vous êtes sur le strip à voir la société de consommation, tous ces gens, ces touristes, etc., que vivre avec les gens des tunnels. Et moi, j'avais vraiment envie que le film bascule, en fait, petit à petit, pour terminer complètement, en fait, de leur côté. Et ce qui me semblait familier me devient, à la fin, complètement étranger. Combien de budget, combien de spectateurs il va falloir pour que ça soit rentable? Non. Rentable, non, il n'y a pas de rentabilité parce qu'en réalité, c'est un système de financement là où on a de la télévision, on a des régions. Donc en fait, il n'y a pas d'exigence de rentabilité puisqu'il n'y a pas de fonds privés. Ah bon? Non, donc il n'y aurait personne. Voilà, je serais un peu ennuyé. Y a pas... Non, le budget du film est aux alentours de 300-350 000 euros. Ah oui, c'est... Bah non, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Enfin, non, pas bon. Non, ce que je veux dire par là, le budget, oui, c'est important le budget, mais en réalité, là, le plus important, c'est de se dire, est-ce que tout l'argent qu'on a, on le met sur l'écran? C'est ça la vraie question des budgets de films. Hein, parce qu'il y a des films qui peuvent coûter 12 millions de dollars, et puis sur l'écran, on a un téléfilm. On se dit, mais où est passé l'argent? Hein, moi, mon obsession, voilà, c'est de se dire, alors on peut baisser les salaires, on n'est pas obligé de manger tous les jours à des prix dingues, mais à la fin, il faut que l'argent qu'on a eu pour faire le film, il soit sur l'écran. Et sur l'écran, ça peut être aussi rajouter des jours de tournage, parce que c'est confortable d'avoir un tournage plus long, évidemment. Donc voilà, hein, par rapport à la question du... Mais alors c'est vrai que c'est plutôt un budget un peu plus important que des documents. En même temps, pour les documentaires cinéma, je ne suis pas convaincu que les films soient beaucoup moins chers, en réalité. C'est pas comme le doc télé, mais ça, c'est encore autre chose. Vous avez aussi fait une scène de fiction quand elle est en voiture, là, Ouais. Voilà, donc elle rêve. Alors, vous voulez que je vous en parle? Oui. Ouais. Mais non, mais je dis ça parce que cette séquence-là, donc qui est une séquence d'hallucination ou de rêve, hein, c'est le moment où Brandy voudrait.
Bon, alors pour être tout à fait honnête, cette séquence-là, elle vient à l'origine d'une fin qui était complètement différente du film. Nous, on a monté le film pendant à peu près 6-7 mois, et pendant 5 mois, même bien avant, pendant la préparation, etc., l'écriture, le film ne se terminait pas comme ça. Le film arrivait aux 2/3 quand Brandy, en fait, se retrouve avec sa valise d'éclairage bleuté et qu'elle dit maintenant j'ai 50 ans, il serait temps que, etc. À ce moment-là, on avait un cut, une coupure, et on retrouvait JJ, donc le tatoué, et Brandy et le chien, Rollo, en voiture. Ils prenaient la route et ils se dirigeaient tranquillement vers Death Valley, qui est pas très très loin de Las Vegas, quoi. Et ils arrivaient comme ça à Death Valley en voiture, ils sortaient, ils posaient leur sac à dos, ils se préparaient, et là ils se mettaient dans Sand Dunes, qui est un endroit particulier de Death Valley, à marcher en fait dans le désert. Le plan séquence durait 8 minutes, ils rentraient dans la profondeur de champ, et on magiquement ils disparaissaient. Et là les plans du film, à l'origine, c'était Brandy qui, on est dans le plan noir, Brandy qui allume une clope, et on comprend qu'ils ne sont jamais partis. Autrement dit, dans cette fin initiale, le film basculait intégralement dans la fiction. C'est-à-dire que d'un seul coup, JJ et Brandy faisaient quelque chose, en fait, jouaient leur rêve un jour de partir de Vegas. Et comme c'est évidemment aux États-Unis, quand aux États-Unis on refait sa vie, on prend la route. La route, c'est quand même le cœur des États-Unis. Et puis, donc, j'adorais cette fin. J'adorais, c'est formidable. Tout. Et on est dans le montage, peu à peu, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné. En me disant, ouais, cette fin elle est super, mais il y a quelque chose qui me gêne. Et en fait, ce qui me gênait, c'est la chose suivante, c'est que en faisant cette fin-là, en fait, je faisais au film le cadeau de la fiction. Je trouvais ça, c'était super. Vraiment, là, j'accomplissais la transformation du doc en fiction, parce que moi, je crois pas, cette zone trouble m'intéressait. Le problème, c'est que moi, quand je vais partir de Las Vegas, les gens des tunnels, eux, ils vont rester dans les tunnels. Donc je me serais amusé avec la fiction de leur départ. Et puis, moi, je m'en vais, la réalité, parce qu'on est aussi un peu comptable, pour le coup, de gens vrais, et ils vont rester dans les tunnels. Et je me dis, c'est un peu dégueulasse. En fait, c'est pour le film, c'est super, mais par rapport aux gens, c'est un peu dégueulasse. Donc j'ai intégralement coupé la séquence, et là, a été virée intégralement, pour la remplacer et trouver en l'idée que d'ailleurs maintenant je préfère qu'il y ait de la petite fille qui s'endort, termine le film sur une gamine qui ne sait rien de tout ça et qui dort, où on se demande, est-ce que tout ce qu'on vient de voir, est-ce que c'est pas le cauchemar ou le rêve d'une petite fille? Et ça, j'aimais beaucoup cette idée à la fin. Mais de la séquence dont je vous parle est restée, je me suis dit, ça c'est quand même important de figurer le rêve de Brandy. Donc c'est cette fameuse séquence de fiction dont vous parlez. Mais à l'origine, vous voyez, elle se disposait complètement différemment en fait dans le film. Je me demandais si Brandy, Preston et tous les personnages du film avaient pu le visualiser. Ah bah oui, enfin, pour moi c'était... je vous dirais que, en fait, quand vous rentrez du tournage, vous passez quasiment une année en fait, à voir et à revoir, à vivre avec eux sur une table de montage, etc. Et je dis pas qu'on les oublie eux, parce que moi je suis en contact avec eux régulièrement, mais à un moment il y a presque le risque que ça devienne des personnages en fait de cinéma et qu'on oublie ce rapport presque au réel, quoi. Et donc évidemment après, je sais qu'après la première projection du film au Festival de La Rochelle, moi ma seule obsession c'était de leur montrer le film. En fait, le seul avis qui m'importait réellement, c'était le leur. Je veux dire, je suis très content d'avis de gens, mais quand je dis qu'il m'importait, ou dans le sens où c'était, c'est pas j'aime pas. Et j'étais très même anxieux en réalité de la façon dont ils allaient recevoir le film. Donc moi je suis reparti à Vegas et je suis allé leur montrer. Au début j'avais l'espoir de leur montrer, alors dans une salle de cinéma c'est impossible, mais de dresser un drap, vidéo proche, mais on peut rien brancher, enfin c'est pas possible. Donc en fait ils ont vu le film sur des espèces de grands iPads comme ça. J'ai passé 3-4 jours avec eux, ils l'ont regardé en boucle, ils ont adoré. Et depuis, moi, je suis retourné 3-4 fois depuis les voir, et je suis en contact régulier avec eux. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, certains m'ont demandé à un moment donné un lien du film, et je leur dis, je veux bien vous envoyer un lien, bien sûr, il n'y a pas de problème, etc. Et en fait, beaucoup des gens des tunnels mentent à leur famille, ou ne disent pas à leur famille ou à leurs proches ce qu'ils font réellement. Ils disent quand ils sont loin, ils sont dans le Wyoming ou ils sont en Louisiane, ils disent moi tout va bien, je suis à Vegas, je travaille dans un motel, je suis serveur dans un diner, etc. Mais ils mentent à leur famille. Et certains se sont servis du film pour leur envoyer, en fait en leur disant ça fait 10 ans que je raconte n'importe quoi, voilà ma vie. Et ça ils s'en sont servis presque comme une lettre ou
d'un aveu de ce qui leur arrivait réellement. Et depuis, alors évidemment, moi je les ai encore vus il n'y a pas très longtemps, ils suivent, quand le film est sorti mercredi dernier, j'ai envoyé un mot en disant c'est la sortie française de Dead People, parce qu'ils ont accès aux réseaux sociaux de temps en temps, donc ils voient quand même ce qui est évidemment étrange pour eux, notamment Brandy, elle voit sa gueule sur l'affiche, sur les réseaux sociaux partout, elle voit en France ou ailleurs, parce que j'ai présenté le film dans différents festivals dans le monde, quoi. Et donc pour eux, c'est évidemment très étrange aussi, mais je pense qu'à la fin, ils ont été contents. Et d'ailleurs, je les avais au téléphone par message il y a 2 jours, là, et Brandy me dit, on est en train de réfléchir, on a une idée pour Neon People 2. Je lui dis, mais tu sais, je pense qu'il n'y aura pas Neon People 2, mais voilà, quoi. On aurait envie justement qu'il y ait une suite. Et donc, mais... un peu, si quelques-uns peuvent s'en sortir. Mais une autre question, est-ce qu'ils ont eu une petite rémunération? Oui, bien sûr. Et Brandy, puisqu'elle fait un rôle, elle a un rôle dans la voiture. Ah oui, non, non, mais c'est... Non, en fait, la rémunération, en fait, on avait une partie du budget qui était réservée, évidemment, à la rémunération, mais j'ai jamais voulu leur dire, avant le tournage et pendant le tournage, qu'ils seraient rémunérés. Je voulais pas que ce soit la condition de leur participation. Vous voyez, c'est autre chose. Sinon, je veux dire, on se retrouve, c'est très compliqué dès qu'on met de l'argent à côté, en jeu entre nous. C'est la confiance, voilà le film qu'on va faire, etc. Vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous voulez, voilà les conditions. De la même manière que l'immersion était capitale. C'est-à-dire qu'une fois que je suis avec vous, je filme tout ce que je veux du matin au soir. Et le dernier jour de tournage, on leur a donné de l'argent. Mais je voulais pas que ce soit une condition au départ. Après, donner de l'argent, ça nous donne bonne conscience, à nous, d'où votre question, mais ça sert à rien. Parce que ce fric, il passe tout de suite en drogue, ou il passe tout de suite au casino. Donc nous, on est contents, on les a payés, on s'en va. Donc c'est une question qui nous a quand même beaucoup travaillé pendant tout le tournage. Parce que quand vous êtes avec une réalité humaine comme ça, le film c'est une chose, mais d'abord, j'aime pas cette expression, mais d'abord c'est une aventure humaine. Et certains de ces gens-là sont devenus des amis depuis. Donc en fait, cette question, elle vous taraude sans arrêt. Vous dites sans arrêt, mais comment faire pour qu'ils s'en sortent? Comment les sortir de là? Voilà, c'est quoi les solutions? Parfois je les engueulais sur la façon dont ils bouffaient. Mais vous ne buvez pas assez d'eau, le soda c'est dégueulasse, arrêtez de bouffer. Bon, on est toujours comme dans un rapport amical, mais quand même. Et donc, 98% de ces gens-là mourront dans les tunnels, ça c'est une certitude absolue. Et là, il n'y a quasiment pas de façon de en sortir, si ce n'est, et là c'est ce que je vais faire moi pour mon prochain film, en fait j'embauche Scott, qui est celui qui partait en centre de réhab, et je l'embauche sur mon prochain film, donc je lui donne un boulot à faire, je le sors de Vegas, on part dans les Appalaches, voilà, je sais que c'est beaucoup plus, je pense que il y a plus de chances que j'arrive à en sortir un seul des tunnels en faisant ça qu'en leur donnant 10 ou 15 000 $. Et il y a de l'aide sociale ou il y a non, pas aucune. Non, parce qu'ils font pas les démarches. Non, parce qu'en fait le welfare, enfin c'est avec le courrier, tout ça, machin. Non, parce que la plupart ont perdu leur carte d'identité. Ouais. Or, aux États-Unis, pour avoir une carte d'identité, il faut un logement. Pour un logement, il faut un boulot. Et pour un boulot, il faut une carte d'identité. Donc en fait, on est pris dans un cercle vicieux absolument mortel. Et pour arriver à sortir de ça, à demander une carte d'identité sans avoir tout ça, c'est des mois de démarche, de travail. Et avec la question de la drogue au milieu, c'est compliqué. Donc en fait, non, il n'y a pas du tout ce qu'on appelle le welfare américain, qui est l'équivalent de 300-400 $ par mois, ne touche pas ces gens-là. Il touche des pauvres, mais des pauvres qui ont une carte d'identité, qui vivent même dans des trailers, etc. Mais là, on est à un cran encore au-dessous. Donc, il y a une association qui s'appelle Channelite, qui a été créée par un ancien des tunnels qui s'en est sorti, et qui est intégralement consacrée à l'aide des gens qui vivent dans les tunnels. Et moi j'ai fait des maraudes avec eux à un moment des repérages, mais bon, vu le nombre de gens, l'étendue des tunnels, ils font ça 2 jours par semaine à 5h du matin, ils vont à l'entrée des tunnels, ils donnent des pansements, des piles, de l'eau, 2-3 clopes, etc. et ils s'en vont. Mais la structure est pas, il n'y a pas d'aide du tout, quoi. Je voulais, c'est une curiosité, à un moment donné, il y a un homme, je me souviens plus si c'était un homme ou une femme, qui parle des meurtres qu'il y a eu. Des bandits, oui. Oui. Je me suis posé la question si c'était la réalité ou en fait un certain délire. Non, parce que... Alors en fait, il y a 2 choses que je peux vous dire là-dessus.
La première chose, enfin il y en a 3, mais je vais être rapide. La première chose, c'est que quand vous êtes dans les tunnels, quand on est dans le noir intégral, avec une flashlight, une lumière de temps en temps, que c'est dans un endroit qui est évidemment extrêmement sale, insalubre, enfin on imagine, quoi, odeur pestilentielle, tout ce qu'on veut. Il y a un moment, en fait, et notamment à cause d'une bande-son qui est très particulière. Moi je sais, quand j'avais débarqué au monde des repérages avec mon ingé son, lui-même n'avait jamais entendu un univers sonore comme ça. Mais vraiment, on a l'impression d'être sur Mars. Donc il n'y a aucun son trafiqué dans le film d'ailleurs. Et donc, très vite, l'irrationnel, en fait, surgit dans vos têtes. Très honnêtement. Alors que là, c'est facile de dire dans une salle au show, oui, bon, délire, pas délire. Mais quand vous êtes dessous, vous savez, quand l'oreille est excitée par un son qui n'arrive pas à trouver un référent en image, le cerveau produit une image. Ça, c'est un vieux truc, qui fait que dans le noir, on a peur. C'est con, mais c'est comme ça. Et donc, parce que l'œil a besoin de rattacher un son à... Et donc, c'est ce que raconte notamment Brandy quand elle dit « Je vois une femme qui maintient tout le mal derrière moi, etc. » Là, on se croirait dans Prince of Darkness de John Carpenter. Donc, je ne peux pas dire, à ce moment-là, elle me le raconte, si ce qu'elle dit est vrai ou pas. En fait, on est vraiment dans une zone d'incertitude. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça l'est pas. Les mœurs, ça oui, ça je sais que c'est vrai. Pour l'avoir vérifié derrière, c'est ce couple qui emmenait des filles, qui les torturait dans les tunnels, etc. Bon, c'est pas compliqué, une fois qu'on a fait 500 mètres dans les tunnels, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi, comme dans tout écosystème, il y a une mythologie des tunnels. Et moi qui m'a toujours fasciné avec eux, c'est qu'en fait, beaucoup de gens des tunnels, pas tous, mais beaucoup, pensent que les vrais mole people, les mole people, c'est les gens des tunnels, c'est le peuple taupe. En fait, c'est pas eux, mais c'est une population qui habite à un étage en dessous. En gros, une sorte de neon people étage -1, auquel on n'a pas accès, on ne connaît pas l'entrée de cet étage-là, et là vivraient les vraies taupes humaines. De gens qui sont nés là, qui ne sortent jamais, qui sont un peu monstrueux, qui sont albinos, tout ce qu'on veut. C'est The Descent, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, qui sont à l'étage -1. Et c'est leur mythologie à eux. Et j'aime bien ça, parce que, comme toute communauté humaine, où ils vivent dans un monde à part, ils ont aussi leur mythologie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et d'ailleurs, quand JJ se balade, je ne sais pas si vous vous souvenez, il dit, voilà, j'ai déjà été ici, et puis il arrive à un tunnel un peu rond, un peu inquiétant. Et là, et moi ça m'intéressait parce que c'est en fait, de cette manière, c'est le seuil où j'avais envie d'arrêter le film. Je me dis, derrière, il y a peut-être les enfers. J'en sais rien. J'ai pas envie d'aller voir. Voilà, d'abord pour des raisons un peu de sécurité quand même. Mais même, j'ai pas envie d'aller voir. Et j'aimais bien qu'en fait, alors, pour être un peu théorique, mais quand on fait, disons... on se pose toujours des questions de mise en scène en permanence, et je me dis, il y a 2 hors-champs dans le film qu'il faut que je préserve. Il y a le hors-champ, il y a le dessus, notre monde à nous, quand on est avec eux. Et je dirais ça, c'est un hors-champ presque politique. Et puis il y avait le hors-champ plus mystique, qui était, je n'irai pas voir au-delà d'une certaine zone, cette zone dont tout le monde a peur. Et je pense que je trouvais ça plus fort de faire travailler l'imaginaire, en disant, il y a peut-être, moi j'en sais rien, mais il y a des moments où je peux y croire, d'autres moments non. Et d'autres disent, oui, j'en ai vu, c'est ce que raconte Rampage, j'ai vu ces 2 jeunes, il y avait une aura bizarre autour d'eux. C'est pas grave, on vit avec nos mythologies, et nous j'avais envie de les laisser intactes. Vous ne craignez pas des poursuites aux États-Unis par rapport aux images volées, justement? Non. Parce qu'ils ne sont pas réputés pour lâcher l'affaire dès qu'il y a du pognon. Oui, d'abord, il n'y aura pas de pognon à faire, parce que c'est pas un blockbuster. Ouais. En fait, tout le monde filme tout aujourd'hui. Je veux dire, parce que il n'y a pas de raison qu'il m'attaque plus parce que c'est un film en scope en salle plutôt qu'une vidéo TikTok dégueulasse tournée en verticale et vue par 2 millions de personnes. En fait, je pense que d'une certaine manière, je pense qu'ils sont beaucoup plus attentifs aujourd'hui à la question des réseaux sociaux ou des images ou des vidéos qui sont 10 fois plus populaires que les films. Donc non, je crains pas ça du tout. Non, la seule question qu'on s'est posée, c'est au moment de la séquence du strip. Quand JJ, etc., c'est le plan que j'ai piqué à Casino Scorsese. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Tu l'as repéré? Oui. Bon. Et parce que là, pour le coup, moi, alors voilà, j'avais besoin. Casino est un film absolument génial, et surtout qui, en fait, je dirais que le film s'inscrivait dans ce que raconte Casino dans son dernier plan. C'est-à-dire que Scorsese, il identifie notre cauchemar actuel.
avec cette ancienne époque des années 50-60, avec de patrons de casino qui avaient encore un peu des codes d'honneur, un peu d'élégance, avec de la musique audible, etc. Robert De Niro, S. Rustin dans Casino. Et puis un jour, les années 80, Disneyland, les gens en pyjama qui arrivent comme des zombies dans les casinos, c'est ça, mais partout dans les malls, en France, n'importe où. Et là, évidemment, Scorsese, on voit de quel point de vue il est, et il identifie vraiment la fin d'un monde. Et je trouvais que ce plan était absolument génial. D'abord, c'est un plan dans Casino qu'on reprend et qu'on pique, qui identifie exactement, on pourrait dire, les consommateurs que nous sommes à des zombies, ce que Romero avait déjà fait en 78. Et je me suis dit, c'est bien aussi de reconnaître cette filiation-là, parce que quand on va tourner à Vegas, il y a des films sur Vegas, mais il n'y en a pas d'aussi puissant que Casino. Casino, c'est à la fois un film sur Las Vegas, sur la métamorphose de Vegas, que moi, le Vegas que je filme là, c'est pas du tout le Vegas des années 40-50, et c'est devenu le Las Vegas d'aujourd'hui, on pourrait presque dire, c'est la version radicale et extrême, en tout cas pour moi, de nos sociétés. C'est pas un autre monde, c'est notre futur. Et plus le temps passe, bon, on est loin. Donc voilà, ça m'intéressait d'introduire là Scorsese, mais le plan a été piqué. Citation. Alors peut-être, je crois pas, hein, mais voilà, s'il y a un risque, c'est pas sur les images volées, c'est vraiment sur le plan du casino de Scorsese. C'est vrai qu'il y avait... Et pour le monsieur qui est cinéphile là-bas, il y a une autre citation, il y en a plein. Il y en a une, est-ce que vous l'avez repéré? C'est une citation sonore d'un thème musical d'un film très connu. Non? Quand JJ en fait part dans les tunnels et se retrouve devant le tunnel de la mort, le tunnel de la porte de l'enfer, etc., à ce moment-là, il y a le thème en fond de Jerry Goldsmith d'Alien. Ah bah oui. Vous l'avez repéré ou pas? Il y a... Bon. Si. Mais... Bon, ça je l'ai piqué intégralement. Mais pourquoi ça m'intéressait? Parce qu'en fait, c'est le moment où quand on est face à une image, où on est face à un lieu, on ne peut pas faire le tri entre ce qui est vrai et ce qu'on a dans la tête. Et si je suis devant un couloir qui suinte dans le noir, moi j'ai vu Alien, c'est Nostromo. Donc je ne suis pas en train de dire c'est Nostromo, mais en fait, les images de cinéma qu'on a vues, elles nous parasitent et elles ont une influence sur la vie elle-même. Le cinéma, c'est la vie dans ce sens-là. On apprend la vie en voyant des films. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment faire surgir la musique d'Alien, parce que Alien, en fait, a configuré notre rapport à ce genre d'espace-là, quoi qu'on en pense. Comme on se bat dans une petite ville américaine avec quelques feuilles d'automne, il n'y a personne, etc. Bon, bah, je veux dire, Halloween est tout de suite là. On va dans un hôtel avec de la neige, on a Shining. Donc la pop culture, elle structure énormément nos imaginaires et notre rapport au réel et aux gens. Hein. Et donc je me suis dit, là, il faut qu'Alien arrive, parce que moi je suis de l'équipe Alien, hein, pas Star Wars, je vous précise quand même. Et quand Alien arrive, quand on arrive à cette séquence-là, je me suis dit, en fait, ce que je suis en train de regarder est quand même en partie médiatisé par ma vision à moi d'Alien, quoi, qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'on aime t'écouter. Mais c'est vrai qu'alors, sur la perception qu'on peut avoir esthétique sur Las Vegas, à travers le cinéma, on parlait tout à l'heure là d'un film de Coppola, Coup de cœur, qui était un film expérimental. En définitive, c'est un des premiers films qui a été fait en numérique, hein, je crois, à l'époque. Ça lui a coûté la peau du cul, je crois qu'il s'est ruiné. Il a ruiné son studio et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Ah, mais moi j'aime beaucoup Coup de cœur, mais c'est surtout que en fait, Coup de cœur, c'est un film qui saisit. En fait, il fait avec Las Vegas dans Coup de cœur ce qu'il avait fait avec le Vietnam dans Apocalypse Now. C'est-à-dire que quand il tourne Apocalypse Now, Coppola, pour ceux qui l'ont vu, qui n'a pas vu Apocalypse Now parmi vous? C'est bien. Qui n'a pas vu Coup de cœur? Voilà, donc ça il faut aller voir. On trouvera une petite place. Voilà, on aura une grosse place. Une grosse place. Bon. Voilà. Et en fait, place. Et dans Apocalypse Now, pour ceux qui l'ont, évidemment tout le monde l'a vu, on sait que Coppola ne filme pas le Vietnam. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est comment est-ce que la guerre devient un spectacle pur. Et donc c'est un film sur le spectacle de la guerre. Bon, et donc sur la dimension complètement fausse, complètement délirante, les bunnies qui arrivent, enfin, etc. Et en fait, Coppola fait avec Coup de cœur la même chose avec Vegas. Vegas, il en fait tout de suite une ville en carton-pâte, complètement fausse. Complètement artificielle. Et or, c'est une ville complètement artificielle, Las Vegas, avec pourtant des gens vrais, qui dépensent du vrai argent, etc.
En fait, c'est un film qui anticipe coup de cœur hyper bien en fait ce que c'est que notre modèle d'une certaine manière aujourd'hui. Le faux est devenu complètement le vrai. Et en fait, ce que Coppola fait avec Vegas, il l'a fait avec le Vietnam dans Apocalypse Now. C'est-à-dire qu'Apocalypse Now n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, c'est un film sur la guerre comme spectacle, sur le spectacle de la guerre. Ce qui change complètement tout. Où on met des feux d'artifice, on fait du surf, on fait venir des bunnies qui dansent, etc. Mais le problème, c'est qu'on est le spectacle, ça fait des morts. Et c'est un film génial pour ça. D'où le fait que coup de cœur, et évidemment, on parlait de Casino, l'autre film qu'on a évidemment en tête, c'est Coup de cœur de Coppola. C'est vrai que depuis quelques films, là, c'est pas nous, c'est depuis 2017, tu as commencé ce travail vers 2016, tu es en train de devenir vraiment un spécialiste, est-ce qu'on peut le dire comme ça, de la marge américaine quelque part? Non, il n'y a pas de spécialiste de rien du tout. Il n'y a rien, Voilà, tu filmes vraiment les États-Unis comme oui, parce on que a envie de avec Buglidite, avec le cœur en tous les cas. Non, en fait, c'est pas compliqué. Tu vas là où des choses t'interrogent, te fascinent, ou t'excitent. Et d'abord, visuellement, c'est tout bête. C'est que moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis pour le travail et pour le plaisir, et parfois pour les deux en même temps. Et sans doute à cause du cinéma américain, moi, je me sens chez moi visuellement aux États-Unis. Donc, en fait, je sais, mais est-ce que je peux me tromper ou pas? Mais je sais quand j'arrive là-bas où mettre la caméra, qu'est-ce qu'il faut choper, quels détails. Voilà. Mon œil il marche aux États-Unis. En France, il marche très très peu. Je veux dire, je suis un Parisien. Si on me dit il faut filmer Paris, je sais même pas quoi faire, ça m'excite pas du tout. Alors que là-bas, oui, parce que en fait, je suis très sensible à la question d'abord de l'espace, bien entendu. Parce qu'il y a alors je dis ça parce qu'il y a toujours un livre que j'ai avec moi quand j'étais aux États-Unis, notamment avant les films, qui s'appelle Amérique de Jean Baudrillard. Vous connaissez forcément Jean Baudrillard, et dans les années 80, Baudrillard est envoyé pour être à Las Vegas, d'ailleurs, pour recevoir une sorte de diplôme honoris causa, être célébré par l'université américaine. Baudrillard a toujours été refusé, dégagé par la fac française, l'université, mais les Américains l'aimaient beaucoup, même s'ils l'ont critiqué par la suite. Et en fait, pendant son trajet, où il arrive de New York, il décide de faire le trajet New York-Las Vegas en voiture. Et il va tracer les États-Unis en voiture, et il va tenir une sorte de journal de bord, qui est un des plus beaux textes jamais écrits sur les États-Unis, qui s'appelle Amérique. C'est assez court, mais c'est absolument prodigieux. Et donc il arrive à Vegas, et il a à un moment donné une phrase assez géniale. Enfin, il y a deux choses dans le livre. Un, il a cette phrase où il dit, il prend pour la première fois conscience de l'espace américain. Mais pas l'espace américain dans le sens c'est la France en plus grand. Moi, je me souviens d'une fois au bord du Grand Canyon, d'avoir eu des touristes français, je ne sais pas d'où ils sortaient, ils sont au bord du Grand Canyon, et il y a un type avec sa caméra vidéo qui dit c'est les gorges du Verdon en plus grand. Je me suis dit, c'est vraiment, il n'y a que les Français pour dire des trucs aussi débiles que ça. Et en fait, et Baudrillard a écrit une phrase formidable, il dit, on ne peut pas comparer la dimension pittoresque de la campagne européenne avec la puissance métaphysique de l'espace américain. Tout est là. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de plus grand, ça change pas de degré, ça change de nature. Et moi là-dedans, en fait, je m'y retrouve, pour être tout à fait honnête. Alors que je suis un vrai Européen, Parisien, amoureux d'Italie, c'est pas le problème. Mais je me retrouve mes marques quand il s'agit de filmer ça. Et l'autre chose, c'est la puissance de l'ordinaire aux États-Unis. C'est-à-dire que la magie de la serveuse de diner, du panneau, de l'Americana. Moi, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible, parce qu'il n'y a pas de second degré chez les Américains. Nous, on n'est que dans le second degré. Beaucoup. On est dans le coup de coude, la connivence, le ricanement, ha 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 ha. Les Américains, pas du tout. Et ça donne une magie au plus ordinaire, en fait, des Américains, petits serveurs, à laquelle moi je suis extrêmement sensible. Et puis c'est une société qui me fascine autant qu'elle m'effraie. Et donc tu parlais des marges. Oui, on voit les marges, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un film le centre. On aimait bien le film que tu as fait sur Michael Cimino, qui était vraiment très très beau et hyper profond. Où tu allais assez loin, justement, tu filmais les Américains qui avaient travaillé une communauté à l'époque qui vivait qui avait travaillé sur le film sur Voyage au bout de l'enfer. Ouais. Voilà, Voyage au bout de l'enfer. C'était quelque chose de très fort parce que non mais à vrai dire, comment expliquer? Ton cinéma est très particulier, il nous envoie totalement ailleurs. Et c'est vrai que moi je cherche énormément de cinéastes comme ça qui t'envoient tout de suite très loin, très très loin. Je pense que en fait, faire un film,
ou avoir la prétention de faire un film, c'est pas un acte anodin. On a tous aimé certains films, etc. Je veux dire, voilà, il faut respecter le cinéma. Et respecter le cinéma, c'est aussi un peu essayer de se dire, voilà, il y a des gens avant, qu'est-ce qu'on ferait ? De ne pas projeter n'importe quoi sur un écran de cinéma. Et moi, j'aimais bien le générique. En fait, il y a un truc qui me fatigue aujourd'hui, c'est le fait que les films commencent. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien, et puis il faut attendre à toute fin pour avoir le titre du film, etc. Pour moi, c'est un truc de politesse du cinéma américain, hollywoodien, classique, mais même jusque dans les années 80, c'est d'accueillir les gens. On les accueille à un moment, on leur dit le titre du film c'est ça, bonjour, voilà les gens qui ont participé à ce que vous allez voir. J'ai toujours adoré, moi, les génériques en fait, de films, et surtout que le générique, quand on les regarde, tous les grands génériques, en fait, alors c'est surtout vrai du cinéma américain, en fait sont des espèces finalement de résumés en précipité de ce que va être le film. Bah, toi qui aimes le cinéma italien... Et bien entendu. Et là, la référence, pour ceux qui s'intéressent aux références de films, c'était le générique de Blue Collar de Paul Schrader. Que j'avais vraiment en tête au début en me disant c'est Blue Collar qu'on va faire, mais avec cette idée que dès le générique on commence avec, et moi ça m'a beaucoup intéressé ça, c'est qu'on commence avec des plans de la surface de Las Vegas, et dans ces plans là il y a toute la masse des gens normaux et il y a un SDF, et on se rend compte que quand on regarde le plan, le SDF on ne le voit pas, et c'est précisément au moment où on frise l'image et il n'y a plus que lui qui sort et les autres deviennent invisibles. Je me dis ça va être le film exactement. En fait, le programme un peu que j'avais en tête du film, il doit être dans le générique. C'est pas pour faire beau, sinon c'est de la publicité, il faut surtout pas faire ça. Mais la question, c'est comme vous regardez le générique de Rosemary's Baby, tout Rosemary's Baby est dans le générique. Sublime. Tout Shining est dans le générique de Shining. Je me suis dit, il faut prendre le générique comme ça, c'est le programme de ce que va être en fait le film, indépendamment de son côté clinquant ou pas clinquant, je m'en foutais de ça. Ah, écoute, on resterait des heures là. On resterait des heures. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Marc, merci Hervé. Ouais, merci à tous. Merci Marc.